Eh bien, donc, bonsoir à ceux qui sont en train de se connecter. On va donc commencer à 18h05 pour que tout le monde puisse se connecter et arriver, soit le moment où on lancera le live sur Facebook. Donc, pour ceux qui viennent de se connecter, je le redis, nous commencerons donc à 18h05 pour que tout le monde puisse se connecter et qu'on lance le Facebook Live. Judith, peut-être ferme ton micro pour le moment, s'il te plaît. Merci. Mesdames, Messieurs, pour information, nous commencerons effectivement à 18h05 afin d'attendre que tout le monde se connecte et on lancera à ce moment-là le Facebook Live.
Le webinaire est maintenant diffusé sur le Facebook Live, donc je pense qu'on va pouvoir commencer. En En effet, introduction, hein? en effet. Vas-y, je te laisse. Je voulais juste faire une petite introduction. Donc, on organise cette réunion dans le but de lutter efficacement contre l'austérité culturelle qui est imposée dans nos secteurs. Pour rappel, dès l'annonce des coupes budgétaires, l'ensemble du secteur organisation d'employeurs et syndicats de salariés se sont mobilisés dans cet état d'esprit d'une attaque sans précédent contre un écosystème déjà extrêmement fragile, donc avec la conscience que nous sommes tous et toutes concernés. Nous avons organisé différentes choses, des rassemblements au mois d'avril, des assemblées générales, des lectures de textes avant les spectacles, un appel commun que vous avez sans doute déjà vu passer, et également des initiatives comme un billet d'entrée, un faux billet d'entrée, bien entendu, de spectacle, combien ça coûterait sans subvention aujourd'hui. Donc aujourd'hui où nous en sommes, on organise des mobilisations avec des assemblées générales un petit peu partout sur le territoire, hein. La prochaine est au Printemps des comédiens demain, le 7 juin à 15h30 au Domaine d'Eau. Le 6 juillet, il y aura aussi un rendez-vous sur Avignon avec une assemblée générale. Sinon, le prochain gros rendez-vous, ce sera donc le 13 juin, puisque l'idée est donc d'organiser un petit peu partout en France des assemblées générales, des rassemblements. On a déjà une douzaine de villes organisées autour de cette date. L'objectif ici, c'est de donner un maximum d'éléments, d'outils, afin de permettre de grossir encore de cette mobilisation et de construire la suite. Donc, vous ne pouvez pas intervenir directement dans la réunion. Par contre, vous pouvez poser des questions. On a un petit icône, enfin, sauf si vous êtes inscrit avant, mais sinon, vous avez une petite icône questions-réponses où vous pouvez écrire. Et Sébastien, Justine et moi-même, on va relayer les questions en essayant de synthétiser quand plusieurs questions tournent autour du même thème. Voilà. Donc maintenant, je laisse la parole à Claire Sercombe. Merci Lucie. Donc bonsoir à toutes et à tous. En introduction de ce webinaire, on va tout d'abord faire un petit rappel des étapes qui nous ont amenés là où nous en sommes. Et donc on va revenir au cœur de l'hiver où Bruno Le Maire, un 15, 13 ou 14 février, enfin dans ces eaux-là, annonce que la France est au bord du gouffre budgétaire et que donc il est nécessaire de tout de suite engager un décret qui annule des crédits budgétaires à hauteur de 10 milliards d'euros, ce qui représente 1,5% du budget. Donc sans passer par le Parlement, moins de 2 mois après que le projet de loi de finances ait été adopté à coup de 49.3, mais donc en contournant la représentation nationale. Cette baisse, enfin ces annulations de crédit plutôt, elles se traduisent dans le secteur qui nous concerne, donc la culture, par une annulation de 96 millions d'euros de crédits budgétaires dans le programme création, qui donc finance ce qu'on appelle les opérateurs nationaux. Donc ce sont les théâtres nationaux type Comédie Française, Chaillot, TNS, des opéras comme l'Opéra national de Paris, l'Opéra comique. Ce programme finance aussi les labels de la décentralisation, centres dramatiques nationaux, scènes nationales, etc. Je les déroule pas tous, il y en a 13. Le programme finance aussi des équipes artistiques indépendantes, des festivals, et puis il y a aussi dedans le fameux plan Mieux produire, mieux diffuser, qui aura vécu une vie magnifique grâce aux coupes budgétaires ministérielles, même si la ligne a été maintenue, ce qui revient à mettre un sparadrap sur une plaie béante. Très rapidement, Rachida Dati est sommée de réagir. Donc, notre ministre de la Culture, elle déclare que pas un euro ne manquera dans les territoires. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, elle est très focusée sur le printemps de la ruralité, où par ailleurs, on est bientôt à l'été. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a des nouvelles du printemps de la ruralité, mais en tout cas, ça, ça n'a pas pu voir le jour comme elle l'aurait espéré. Donc, pas un euro ne manquera dans les territoires. Et puis que par le principe de la réserve de précaution, le choc budgétaire sera en fait très modéré et quasiment indolore.
S'ensuit une période de va-et-vient entre le ministère de la Culture, par le biais de la DGCA, Direction générale de la création artistique, et Bercy, pour savoir comment répartir ces 96 millions d'euros. Donc il y a plusieurs semaines de flottement alors qu'on arrive à ce moment-là au printemps. Et donc finalement, le couperet tombe assez tardivement. Et donc ce sont bel et bien les opérateurs nationaux qui sont basés à Paris pour 99% d'entre eux qui vont payer en quelque sorte, hein, de manière ironique bien sûr, la facture de cette austérité budgétaire, avec donc l'Opéra national de Paris qui se voit amputé de 6 millions d'euros, la Comédie française 5 millions, et ensuite on a des reprises sur crédit qui s'échelonnent de 200 à 500 000 euros, sachant que seuls sont préservés avec des guillemets énormes le Théâtre national de l'Odéon, dont vous savez, je pense toutes et tous ici, qu'il se trouve dans une situation extrêmement critique, puisque son directeur a refusé de briguer un nouveau mandat parce qu'il n'y a plus aucune réserve pour produire des spectacles, ce qui est quand même la raison d'être de cette institution. Et le TNS échappe également au couperet imposé par Bercy. Euh, les conséquences, elles se font assez rapidement sentir au niveau des opérateurs nationaux, avec des ricochets qu'on a encore un petit peu de mal à mesurer, on reviendra là-dessus, mais ce sont des établissements qui coproduisent beaucoup aussi avec la décentralisation. Donc, ça va se traduire par une baisse des créations. On sait notamment qu'à la Comédie Française, il y aura 3 créations au lieu de 5 à l'affiche la saison prochaine. Des menaces sur, pour les salariés, les conditions de travail, puisqu'il va sans dire que quand on est dans une contrainte budgétaire forte de la sorte, c'est très difficile d'aller négocier des salaires et d'améliorer les conditions de travail. Et puis également de grandes inquiétudes sur le volume d'emploi, à commencer par celui des intermittentes et intermittents du spectacle. Donc on voit bien où va se porter la variable d'ajustement budgétaire. Quelles sont les marges de manœuvre des opérateurs nationaux? Elles sont très faibles. Donc la DGCA leur a expliqué qu'ils pouvaient développer davantage le mécénat. Donc ça nous interroge quand même, puisqu'on se situe un petit peu dans le service public du spectacle vivant et de la culture, et qu'ils pouvaient également, bien évidemment, augmenter leurs tarifs de billetterie afin de développer leurs ressources propres. Et je rappelle encore une fois qu'on est quand même dans un service public avec une volonté de faire en sorte que les œuvres produites au plateau soient accessibles au plus grand nombre, et qu'on sait que si on augmente les tarifs de billetterie, ça revient à exclure une catégorie de la population. Et puis donc, pour conclure, on commence à voir un effet domino, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un signal fort de l'État, d'un désengagement du financement de la culture et du spectacle vivant, eh bien, ce sont des collectivités territoriales qui lâchent également, notamment au niveau des départements. Pour des raisons budgétaires. On a déjà eu le cas ces dernières années pour des raisons politiques de désengagement dans certaines régions. Mais là, on voit que quand on est dans une situation de crise majeure, la culture, eh bien, c'est la première branche qu'on va scier. Voilà pour cette introduction. Merci Claire. Donc comme vous le savez, on est mobilisé toute la branche et donc les organisations salariées et les organisations employeurs. Donc Claire vient euh, de s'exprimer au nom du collège salarié. Je vais tout de suite passer la parole à Nicolas Dubourg pour le collège employeur et puis ensuite on aura des prises de parole successives de chacun enfin en tout cas d'une diversité des représentants de notre branche. Donc Nicolas, c'est à toi. Oui, merci Sébastien. Bonsoir à toutes et tous. On est aujourd'hui à la veille d'une mobilisation nationale du service public du spectacle vivant que nous espérons ample, tant le contexte n'a jamais été aussi menaçant. Alors certains diront que le secteur traverse des crises depuis plus de 20 ans, que notre capacité à nous faire entendre ne s'est jamais démentie. Mais aujourd'hui, il nous faut pourtant nous rappeler que jamais la menace d'un effondrement des fondations de ce qui nous réunit, la création artistique libre et indépendante au bénéfice de toutes et tous, terreau de l'émancipation de la démocratie, n'a jamais été aussi forte. Oui,
cette menace, elle vient de partout. Elle vient d'une pensée utilitariste et court-termiste qui est incapable de donner sa juste mesure à l'intérêt général. Elle vient des intérêts économiques, débridés, qui font main basse sur tout ce qui pourrait constituer de nouvelles sources de profit, à commencer par la santé, l'enseignement supérieur et maintenant le spectacle vivant. Elle vient du populisme, débridé, qui dans une manœuvre maintes fois répétée tente de faire la jonction entre les intérêts financiers et la peur, les instincts de repli, en jetant en pâture les plus parfaits des boucs émissaires, celles et ceux dont la place dans la société est d'éclairer, de lier, de donner du sens et de renforcer les capacités de chacune et chacun à construire un futur désirable. Récemment, cette pensée s'est dévoilée au grand jour, comme vient de le rappeler avec force Claire Sercombe, par un simple décret qui a fait l'économie d'un débat parlementaire. Elle nous montre avec amertume que le pass culture et la gabegie financière qu'il représente est le fer de lance de cette nouvelle politique culturelle où la notion de création, qui constitue pourtant la particularité de l'approche française et se traduit même dans le nom d'une des directions générales du ministère, est sacrifiée au profit de la consommation culturelle. Plus d'artistes et de spectateurs émancipés, pour reprendre les termes de Jacques Rancière, mais des offreurs et des demandeurs anonymisés par des algorithmes et impuissantés par la machine. Aujourd'hui, tout l'écosystème est impacté. Théâtre de ville, scènes conventionnées, labels nationaux, festivals, équipes artistiques, indépendantes, ensembles musicaux et opéras. Nous avions su rester soudés durant la crise sanitaire, mais la remise en question actuelle des budgets, quelques mois à peine après les grandes déclarations d'amour par le gouvernement et un certain nombre d'élus locaux, est inédite. L'inflation est devenue le prétexte idéal pour sabrer dans une politique qu'ils souhaitent mettre en sourdine et ainsi gérer, par l'effondrement de l'activité, leur obsession sur le régime de l'intermittence. Car oui, nous faisons face à un véritable effondrement. 45%, je dis bien 45% des labels nationaux sont en déficit en 2023, peut-être le double en 2024. Le budget artistique des lieux a été amputé en 2023 d'environ 20 millions d'euros, qui manquent aux équipes artistiques, et ce montant s'amplifiera encore cette année. Les centres dramatiques nationaux ont réduit de 23% en 23 leur budget dédié à l'artistique, c'est une chute inégalée. Les heures déclarées ont chuté de 7% au dernier semestre 2023. Ce sont les données d'audience et cela engage une baisse que rien ne peut empêcher de contenir en 2024. Tous les signaux sont en rouge. Récemment encore, l'étude de la PAS a montré que les équipes artistiques, quelles qu'elles soient, sont violemment impactées. D'autres études vont être lancées et sauront poser un diagnostic encore plus précis de la situation, mais nous en connaissons déjà la teneur. Nous savons déjà que les établissements publics, Claire vient de le rappeler, sont brutalement impactés, que les crédits déconcentrés ont peut-être été provisoirement épargnés grâce à une budgétisation anticipée du gel lors du vote de la loi de finances en 2024, mais nous savons que le débat parlementaire à venir sur la loi de finances 2025 portera à nouveau sur l'opportunité même de financer ou de refinancer notre secteur. Alors notre revendication est claire. Nous attendons de la ministre de la Culture le rétablissement de l'enveloppe initiale de la création sur le budget 2024, complétée en 2025 de 50 millions d'euros pour la création. À cela, nous ajoutons des mesures d'urgence concernant notamment le desserrement des critères d'aide aux équipes artistiques ou encore un renforcement urgent du budget du fonds PEPS. Ces revendications sont centrales car la politique financière du gouvernement impacte durement les collectivités territoriales dont certaines saisissent l'aubaine pour dévoiler leur vision illibérale de la culture. Ainsi, après les coupes dans les régions et le clientélisme opéré en Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont les départements qui sont contraints, entre guillemets, d'opérer des coupes budgétaires sans précédent. L'Association des maires de France alerte pourtant depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, et nous allons devoir exprimer un refus puissant contre les propositions d'Éric Woerth pour la culture, et notamment la suppression de la compétence culturelle pour les régions. Dans quelques jours, nous serons très nombreux à être sidérés par un résultat qui pourtant est connu d'avance aux élections européennes. Encore une fois, nous serons nombreux à nous sentir désemparés et sans doute la résignation en sortira une nouvelle fois renforcée. Mais si la création artistique a quelque chose qui la singularise, c'est bien sa capacité à inventer les scénarios qui déjouent les attentes, qui réouvrent les portes quand elles semblent toutes vouloir se refermer. C'est notre responsabilité, cela l'a toujours été, et dans les semaines à venir, il nous faudra l'assumer collectivement. Merci de votre participation. Merci Nicolas. Alors, on va du coup donner la parole à certains représentants des organisations
qui sont présents ici pour ce webinaire. Et donc, je donne tout d'abord la parole à Mathilde Sobol pour Sud Culture. Bonjour à toutes et tous. Alors, pour nous à Sud Culture, les restrictions budgétaires, elles ne vont pas détruire le spectacle vivant. Elles le livreront aux mains d'une poignée. C'est le projet du gouvernement, déposséder celles et ceux qui font le spectacle vivant de leurs biens communs, qu'elles soient artistes, techniciens, techniciennes ou publics. 96 millions d'euros en moins pour la culture, c'est la paupérisation de tous les métiers du spectacle, à commencer par les plus précaires, car les baisses de subventions concernent tant les salariés des structures que les intermittents, les intermittentes, les personnels en contrat précaire et les artistes-auteurs. Les baisses de budget entraînent une baisse des embauches et une dégradation des conditions de travail pour toutes et tous. Ce sont donc non seulement les salariés encadrés par les conventions collectives, mais tous les travailleurs et travailleuses en lien avec les structures subventionnées qui se verront précarisés. Ce contexte entraîne une uniformisation des formes de création qui n'a rien de surprenant. S'il devient impossible pour les travailleurs et travailleuses de l'art de vivre de leur métier, seuls celles et ceux qui n'ont pas besoin de salaire pourront créer. Le gouvernement ne souhaite pas tuer le spectacle vivant, il souhaite le privatiser, le contrôler et le réserver à quelques-uns. Sud Culture Solidaire refuse cet état de fait et appelle donc toutes et tous à se mobiliser pour que le spectacle vivant, comme tous les domaines de la culture, reste un bien commun pour que tous les travailleurs et travailleuses du spectacle, quel que soit leur statut d'emploi, d'où qu'ils viennent, puissent vivre dignement. Sud Culture Solidaire relaiera et se joindra ainsi aux actions construites dans un cadre unitaire et appelle tous les travailleurs et travailleuses du secteur à se mobiliser le 13 juin et au-delà. Merci. Merci beaucoup, Mathilde. Maintenant, c'est au tour de David Oliveira pour les forces musicales. Oui, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je crois qu'il est important de redire que notre branche est un écosystème où les structures sont interdépendantes. Elles contribuent ensemble à la cohésion sociale, au mieux vivre ensemble et à l'émancipation des citoyens. Au sein de cet écosystème, les forces musicales représentent les quelques 50 orchestres permanents et maisons d'opéra français. Ce sont des institutions musicales structurantes du service public de la musique sur leur territoire. Elles font rayonner le répertoire et la création symphonique et lyrique. Nos institutions sont en apparence solides et bien dotées. Elles sont en fait fragilisées depuis de nombreuses années par l'érosion de nos moyens qui ont notamment pour objet de permettre d'assumer l'emploi d'artistes permanents pour exercer nos missions. Nous avons ainsi calculé que sur notre seul réseau, les crédits de l'État se sont dépréciés depuis 2019 de 13 millions d'euros sous le seul effet de l'inflation. Nous avions sonné l'alerte la saison dernière car la majorité d'entre nous a dû renoncer à des productions, voire pour certains fermer leurs portes sur une période donnée. Nous en avons témoigné dans notre saison fantôme. Ce sont autant d'œuvres qui ne sont pas montrées au public. Sur cette saison, 150 000 spectateurs perdus et 2 000 emplois artistiques et techniques supprimés. Alors même que nous pensions que l'État essayait de trouver des marges de manœuvre pour remonter la pente, l'annonce de la coupe de 96 millions d'euros sur les crédits de la création nous a atterrés. Même si le ministère utilise ses dernières cartouches pour éviter de réduire les financements en région, les opérateurs nationaux avec lesquels nous travaillons pour beaucoup d'entre nous sont fortement mis à contribution dès cette année et les perspectives ne sont pas bonnes au vu des économies que veut encore réaliser le gouvernement. Aujourd'hui, alors même que les salles sont pleines, certaines de nos structures sont menacées à plus ou moins court terme. Nos modèles de financement deviennent de moins en moins tenables. Nous avons besoin que l'État redonne du souffle à la politique culturelle pour pouvoir continuer sur tous les territoires à émerveiller et à partager des émotions puissantes dans les salles de spectacle. Merci. Merci David. Je passe donc la parole à Emmanuel Gourvitch pour le Synavis. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là, d'être présent. Je crois qu'on est nombreux. Je ne sais pas exactement combien, on ne voit pas d'ici là, mais ça nous fera du bien de le savoir. Je voulais alerter, évidemment, je souscris à tout ce qui a été dit jusqu'à présent et à la présentation de la situation. Et je voulais alerter évidemment sur la totale insécurité dans lesquelles travaillent aujourd'hui les compagnies et équipes indépendantes. Pourtant, ces compagnies et équipes indépendantes, elles prennent un risque constant
le risque de produire avec de moins en moins de visibilité sur leur diffusion, le risque d'employer, le risque d'aller à la rencontre des publics, le risque d'aller à la rencontre des partenaires sur le terrain. Toute une insécurité qui est grandissante est le résultat d'un travail, et le résultat d'un système qui concentre et précarise. Nos adhérents ne cessent de nous alerter sur la situation globale de cette insécurité dans laquelle ils évoluent. Leur économie est mixte. Cela veut dire que dans le sens que leurs projets s'inscrivent pleinement dans le service public et dans l'intérêt général du spectacle vivant, mais leur indépendance est aussi assurée parce que les institutions nomment l'autofinancement. Les dispositifs disponibles de fonctionnement sont en berne et les incertitudes budgétaires une double peine. Les réponses tardent, que ce soit de l'État ou des collectivités, à arriver. Les déprogrammations interviennent de plus en plus en dehors de tout délai de prévenance. Les commissions d'attribution de subventions sont suspendues ou décalées dans un total silence et dans une totale opacité. Nous avons encore eu un cas récemment en région PACA où la carte blanche aux compagnies a été annulée. Peut-on considérer que cette situation budgétaire soit fortuite ou ne sommes-nous pas en face d'un système qui organise une concentration des moyens d'un côté et une précarisation de l'autre? Ils engendrent des rapports de force qui nous menacent. Nous avons une responsabilité collective et individuelle à les déjouer. Rappelons-le, les compagnies sont des entreprises. Quand elles engagent une production, elles payent des salaires, des coûts de gestion, des déplacements au risque de mettre la survie de leur structure en jeu. Dans un système où les compagnies sont sans cesse soumises à un ruissellement hypothétique, les choses deviennent extrêmement compliquées. En outre, nous vivons de plus en plus souvent des situations d'instrumentalisation. Nous devons faire front commun, nous devons coordonner nos actions, considérer les engagements et la place de tous dans l'écosystème. Celui-ci ne doit jamais être réduit au plus petit dénominateur commun. Tous, autant que nous sommes autour de cette table, tous, autant que nous sommes derrière cette vidéo, les lieux indépendants, les théâtres de ville, les festivals, les lieux labellisés, les lieux non dédiés, la rue, les chapiteaux, tous sont des lieux de culture que nous devons préserver. Nous devons revendiquer collectivement une reconnaissance de la place et du travail de chacun dans l'écosystème sous peine de voir le service public de la culture disparaître. Nous devons nous rassembler, nous devons penser une refonte d'un système qui est à bout de souffle aujourd'hui. Si nous ne le faisons pas, d'autres s'en chargeront à notre place et je ne donne pas cher de la prévention et de la préservation d'un service public de la culture. Car oui, je le crois, il y a une vraie volonté de privatiser tout ça. Donc, mobilisation, nous en appelons également à la mobilisation pour les semaines, les mois et même l'année à venir. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Juste pour rappel, pour les personnes qui assistent à ce webinaire, qui sont connectées avec nous, vous pouvez poser vos questions par écrit dans la petite partie questions-réponses. Avec Sébastien Justine, on est là pour compiler et poser vos questions pour vous. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions par ce biais-là. Jean, est-ce que tu veux dire un mot pour la CFDT? Ah, Oui, 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 bien sûr, pardon. Écoutez, eh bien, en fait, comme vous pouvez le voir toutes et tous, toutes les organisations, qu'ils soient syndicales de salariés ou bien sûr d'employeurs, sont réunies autour de la table et nous avons tous un objectif commun qui est de conserver effectivement les emplois et que le gouvernement puisse maintenir euh, le travail et puis qu'on puisse tous travailler de nos métiers et avancer tous ensemble. On est tous la main dans la main et bien sûr, on est tous pour cette mobilisation du 13 juin. Donc, je ne vais pas redire ce qui a été dit ici même, mais en fait, on est toutes les organisations ensemble et réunies pour justement sauvegarder les emplois de tous les salariés. Parce que pour nous, comme pour tous ici autour de la table, la culture, c'est aussi un lien qui unit toute la société et qui irrigue en fait le fait de vivre ensemble et d'être tous les uns avec les autres. Alors effectivement, il y a de très grosses coupes dans de grandes maisons, comme entre autres, tu l'as dit tout à l'heure, Claire, la Comédie Française et d'autres grandes maisons. Ça veut dire que si on continue comme ça, eh bien, il n'y aura plus rien qui va exister.
Donc voilà, donc j'ai rien de plus à dire, sinon on va se redire et se redire les choses, mais effectivement, je confirme que toutes les organisations, on est tous autour de la table, la main dans la main, et on avancera ensemble pour que vive le spectacle en France. Merci beaucoup, Lucie. Merci Jean. Je complète effectivement par rapport aux questions-réponses. On fera un temps après les interventions de réponse aux questions que vous nous faites passer dans le module. Et puis par ailleurs, je vous rappelle effectivement qu'en région vont être organisées un certain nombre de réunions d'AG pour organiser les actions. Donc c'est vrai que ce format est un peu frustrant peut-être pour vous et vous aurez évidemment l'occasion d'échanger avec vos collègues et de faire remonter vos situations, faire passer vos messages, etc. Donc vraiment, mais en revanche, n'hésitez pas à nous poser des questions auxquelles on répondra tout à l'heure. Et en attendant, je passe donc la parole à Laurence Raoul pour le SNSP. Bonjour à toutes et à tous. Je présente les excuses des présidents qui n'ont pas pu se rendre disponibles à cet instant. On va dire que ce sont les aléas du direct. Mais nous voulions quand même marquer notre attachement et notre participation à cette rencontre, à son originalité. Et un grand merci aux organisateurs pour tout ce travail. Nous n'allons pas revenir sur la situation budgétaire, elle a été exposée, nous connaissons, nous la connaissons, nous la déplorons. Mais en revanche, nous voulons vraiment marquer notre profonde convergence, notre alignement pour que la mobilisation soit forte et très partagée le 13 juin prochain dans le plus de villes possible. Bien sûr, cet appel a été relayé. Nous avons essayé, à l'endroit où nous sommes, de travailler avec les collectivités pour argumenter, expliquer, parce que, comme tout le monde commence à bien le comprendre, les effets se resserrent. Nous continuerons notre action et nous espérons une très forte participation de tous le 13 juin prochain. Merci. Merci beaucoup, Laurence. Alors, on a deux questions qui peut-être se rejoignent. Donc déjà, la première question concerne en fait tout le reste du secteur du service public, éducation nationale, santé, ministère de la transition écologique, même le reste de la culture en dehors du spectacle que nous représentons ici. La question est de savoir est-ce que on pourrait avoir un mouvement plus concerté qui mobiliserait tous ces acteurs-là? Est-ce que c'est à l'ordre du jour? Est-ce que ça a été pensé, réfléchi, mis en œuvre? Et la deuxième question concerne une mobilisation le 20 juin, point d'interrogation. Alors, qui veut se lancer? Il y a juste une dernière organisation qui avait souhaité s'exprimer, la FNAR, en la personne de Judith. Donc, du coup, on va peut-être lui passer la parole et Ah puis. oui, pardon, j'ai oublié Judith, pardon. Merci beaucoup, Sébastien. Euh, Merci beaucoup de ne pas m'oublier. Bonsoir à tous. Beaucoup de choses ont été dites, évidemment, sur le secteur culturel, évidemment, et nos difficultés à encaisser ces baisses budgétaires. Sachez que la Fédération nationale, elle, les arts de la rue, sont aussi contraints par les Jeux olympiques. J'imagine que dans vos secteurs, peut-être à moindre échelle, mais nous avons une crise sans précédent après la crise Vigipirate, donc sécuritaire. On a eu la crise sanitaire dans les rues où on n'a tout simplement pas pu jouer. Et là, nous devons faire face à une avalanche d'annulations, de festivités, de spectacles dans la rue suite aux Jeux Olympiques, enfin, pour accueillir les Jeux Olympiques. Ce qui va déjà affaiblir un très grand nombre de nos compagnies, de nos adhérents, d'artistes. Voilà, 3900 annulations ont été annoncées par la FNCOF, la Fédération nationale des collectivités et festivités, en mai 2024. Donc, c'est assez inquiétant. Nous serons là aussi le 13 juin dans la rue parce que même si nous n'avons que 13 CNAREP et qui ne sont pour l'instant pas impactés par ces baisses budgétaires, euh, on est très inquiet de cette privatisation de la culture qui semble être à l'ordre, en tout cas orchestrée à l'heure actuelle. Et nous avons très peur pour le spectacle vivant et puis pour les intermittents. Donc, nous allons avoir de nombreux festivals quand même qui restent debout cet été, même si jamais leur durée a été impactée.
Ils auront lieu sur moins de jours parce qu'il y a moins évidemment, de financement. Les collectivités sont moins généreuses, elles ont moins d'argent. Donc, nous serons là à Châlons, à Aurillac, à Villeurbanne pour évidemment alerter, mobiliser. Et nous serons là également le 13 juin 2024 dans la rue. Vous pouvez compter sur nous. Merci Judith. Toutes les organisations ne se sont pas exprimées ce soir, donc je voulais juste, et ensuite on va répondre aux questions, évoquer le fait que, évidemment, participe à cet appel qu'on va d'ailleurs vous relayer très prochainement. Également le syndicat du cirque de création, Profedim, le SFA, le SMA, syndicat des musiques actuelles, le SNAM-CGT, le SNAPAC-CFDT, ah non, j'en sais exprimé, le SNMS-CGT et le Syntac, mais Claire s'est exprimé en introduction pour le collège salarié. Donc merci à tous pour vos prises de parole. Du coup, effectivement, on a une première réponse sur le 20 juin de la part de Claire, et puis ensuite on donnera les précisions sur la question des convergences. C'est Nicolas, je pense, qui va répondre à cette question. Oui, alors sur le 20 juin, qu'est-il prévu? Donc déjà, le 20 juin, c'est une journée un peu particulière puisque se tiendra l'après-midi une séance plénière du Conseil national des professions du spectacle, qui est une instance présidée par Rachida Dati. Donc toute la profession sera réunie au ministère de la Culture pour échanger avec elle. Donc ce sera l'occasion de répéter ce qu'on est en train de se dire ce soir et notamment de mettre la pression en vue du fait que le projet de loi de finances 2025 va commencer à être élaboré pendant l'été. C'est très très long. On en saura un peu plus dans les détails dès le mois de septembre. Mais l'idée, c'est vraiment que collectivement, on arrive à mettre la pression pour que Rachida Dati réussisse à arracher des arbitrages, ou tout du moins qu'en tout cas, elle ait envie d'arracher des arbitrages auprès de Bercy et défendre en fait notre secteur pour toutes les raisons qui ont été évoquées. Donc, en parallèle du CNPS, toujours dans cette vue de mettre la pression, nous appelons à une manifestation qui partira de Bercy, puisque c'est l'origine du problème, entre guillemets, qui partira de Bercy pour finir devant le ministère de la Culture, avec l'idée, une fois que le CNPS sera fini, que les personnes qui ont participé puissent expliquer ce qui aura été dit, si des décisions ont été avancées, etc. Donc, les CNPS généralement durent longtemps. Ce sont des réunions un petit peu longues. Mais voilà, cortège dans la rue, il est vraiment l'idée de mettre la pression et qu'elle voit que il y a une majorité de personnes qui poussent, que c'est pas seulement des organisations professionnelles qui se mobilisent, mais que ça vient vraiment du terrain. C'est extrêmement important parce que sinon, le rouleau compresseur continuera d'avancer. Nicolas, du coup, sur... Oui, mon micro est allumé. Oui, cette question de la convergence des services publics, elle est centrale et je pense que on est nombreux autour de cette table ce soir au niveau des organisations, qu'elles soient salariés ou employeurs, euh, à être mobilisés sur cette question. On a le Syndic a déjà pris un certain nombre de contacts et je sais que mes collègues ont fait pareil de leur côté. On a par exemple été en lien avec le collectif Nos Services Publics, qui a cette année mis en place le Printemps des services publics. Il y a des actions qui vont se mettre en place dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Le travail est déjà lancé et il sera petit à petit dévoilé, mais je peux déjà dire qu'il y a des grands rendez-vous qui se préparent et que cette idée de la convergence qui paraît tellement évidente, elle demande aussi beaucoup de travail parce que les réflexes ont été perdus et qu'aujourd'hui, réussir à arrimer le service public de la culture aux autres services publics, c'est pas forcément évident parce que quand on parle du spectacle vivant, je parle vraiment du spectacle vivant en particulier, c'est un domaine où, par exemple, il n'y a quasiment pas de fonctionnaires. Il peut y en avoir dans certains théâtres de ville, il peut y en avoir dans certains établissements, mais ça reste quand même relativement minoritaire.
Et c'est vrai que souvent le prisme du service public est pris sous l'angle du statut des salariés qui travaillent là-dedans. Donc nous, ce qu'on essaye de faire par rapport à cette question du service public, c'est partir de l'intérêt général. Qu'est-ce qu'un service public pour la population? Et de faire comprendre à tout le monde, en commençant par nos collègues qui travaillent dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les universités, que la culture fait pleinement partie de la famille du service public. Merci à vous. Alors, on a deux autres questions. L'une qui est pas si anonyme que ça. La situation est extrêmement préoccupante. La loi de finances va être discutée cet été. Les agendas de travail sont vides pour les artistes et techniciens. Après le 13 juin, comment envisageons-nous la période des festivals et comment mettre la pression au gouvernement? J'ai bien une idée, Guilain. Qui répond? Moi, je vais peut-être faire une petite réponse. Euh, Effectivement, on va pas se mentir, c'est important de mobiliser le 13 juin en vue des festivals. En vrai, il y a le rendez-vous du 6 juillet à Avignon. On va être très observé en termes de nombre, de volonté et de discours. Plus on aura construit les mobilisations dans nos secteurs, avec les collègues, partout où nous sommes et avec le public, et plus on pourra réussir les messages qu'on veut faire passer pendant les festivals. En fait, c'est un peu ça l'enjeu du mois de juin. En plus de se dire, plus on arrivera à avoir le public avec nous, plus on arrivera aussi à avoir cette idée de la convergence des luttes. Donc tout est imbriqué. On refera un point sur les rendez-vous qui sont déjà connus, mais j'ai envie de dire qu'ensuite, c'est à chacun, chacune, là où il est, avec les collègues, avec les théâtres, avec les festivals, de construire ce qui va se passer cet été. C'est l'enjeu qu'on a ici. Et je vois une autre question sur le forum Entreprendre dans la culture de Paris qui se tient le 13 juin. Des actions sont-elles prévues? Sommes-nous autorisés à donner des actions ici? Je peux bien répondre sur le 13 juin. Donc, bon, il est évident que nous ne communiquons, en tout cas pour les initiatives entreprises par la CGT, nous ne communiquons pas tout sur ce canal, qui peut être un canal d'information privilégié pour nos amis des forces de l'ordre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le 13 juin, donc déjà, il y aura vraiment cette volonté d'avoir une montée en puissance. On reviendra là-dessus avec des assemblées générales qui vont être organisées un peu partout dans les lieux. On a repéré, bien évidemment, qu'il y avait ce forum le 13 juin. On est en train de voir pour quoi faire et où à Paris. Mais il y aura également des rassemblements d'organiser un peu partout en France de manière unitaire, avec l'idée vraiment aussi de mettre la pression. Et d'ailleurs, puisque un certain nombre de directions, d'établissements, de lieux sont connectés, j'en profite pour faire passer le message que comme on est dans la construction d'un mouvement qui se veut unitaire entre organisation d'employeurs et organisation de salariés, que les salariés puissent être libérés, comme on dit, entre guillemets, la journée du 13 pour pouvoir participer aussi aux rassemblements qui seront organisés un peu partout. C'est extrêmement important pour qu'on avance vraiment de la manière la plus unitaire possible. Donc, voilà ce que je pouvais répondre. Donc en tout cas, on a bien repéré qu'on nous invitait à entreprendre dans la culture le 13 juin à l'École nationale d'architecture de Belleville. Alors, on a une autre question sur les JO. Plus personne n'en parle, donc je déduis qu'il n'est plus envisageable de perturber ou bloquer certains moments des JO. Ça passerait mal en intersyndical d'être mal vu par une partie de la population. Est-ce que quelqu'un veut répondre, sachant qu'on n'a effectivement pour le moment pas retenu cette option? Je veux bien y aller rapidement. Donc, c'est des échanges effectivement qu'on a eus parce qu'il y a une attention médiatique forte sur les Jeux Olympiques. Mais très rapidement, on s'est rendu compte que perturber les Jeux Olympiques, ça nécessite une logistique. Enfin, déjà, il faut qu'on s'entende par qu'est-ce qu'on veut et comment perturber. C'est quoi perturber? Et que
c'est une logistique. Enfin, il faut être vraiment en nombre s'ils vont être dans une opération de perturbation des sites olympiques où il y a des dispositifs de sécurité démentiels. Moi, je travaille sur Paris, je réside en région parisienne. On sent déjà une certaine pression sécuritaire avec des hélicoptères qui survolent Paris une partie de la journée. Enfin, il y a une forte pression qui est en train de s'opérer et les sites olympiques sont physiquement inatteignables. Enfin, je pense qu'on n'aura pas le temps de s'approcher, qu'on sera tous en garde à vue. Donc, à moins d'être en nombre, du coup, c'est pour ça qu'on met en place aussi ce plan d'action et que par rapport à l'objectif qui est le nôtre, il faut vraiment qu'on mise sur les échéances à venir. On a parlé du Printemps des comédiens qui se déroule en ce moment avec une AG prévue demain, une AG au Festival d'Avignon et qu'on arrive à monter crescendo et ne pas perdre de vue qu'il y aura aussi septembre qui est la rentrée culturelle où là aussi il y aura des fenêtres de tir et des choses à mettre en place assez rapidement. C'est une course de longue haleine hein, qu'on est en train de mener. Alors, on n'a plus de questions à ce stade. Est-ce que quelqu'un a des regrets et souhaite poser une dernière question ou est-ce qu'on arrive à la conclusion de cette rencontre? Euh, un syndicat employeur peut-il répondre, donc visiblement sur les JO, si je comprends bien. Alors, Bah, sur les JO, moi, je suis parfaitement l'analyse de Claire. La question aujourd'hui, c'est vraiment comment on va passer les 4-5 prochaines semaines. Donc aujourd'hui, on considère que ce webinaire est un élément de lancement hein, de la saison de mobilisation, on pourrait dire ça comme ça. On a commencé à alerter l'Assemblée nationale, les députés, les sénateurs, les élus. Il y a quand même un travail de fond hein, qui est mené par les organisations syndicales, employeurs, salariés, pour déjà mobiliser les élus. Mais là, clairement, aujourd'hui, on a besoin de donner de la visibilité et surtout, on a besoin de vraiment partager l'analyse de la situation. Donc, dès demain commencent des assemblées générales partout en région. Aujourd'hui, c'est un webinaire qui est plutôt de caractère informationnel. Demain, ce qui commence, ce sont des assemblées générales. On invite toutes et tous à venir participer, à venir faire remonter. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse avoir entendu l'ensemble des revendications, qu'on puisse les porter collectivement. Et évidemment, le 13 à Paris, et ensuite au Festival d'Avignon, une assemblée générale qui est déjà fixée pour le 6 juillet et qui permettra là aussi, je pense, d'avoir une plus grande attention. Donc voilà les étapes des tout prochains jours, des toutes prochaines semaines. Et évidemment, ces étapes-là, il va falloir qu'on les évalue. La capacité de mobilisation va dépendre de chacune et chacun. Donc, c'est parti. Et il faut que dans chaque région, ceux qui participent à cette réunion ce soir soient le relais de cette mobilisation. alors je tiens à préciser que en réalité la question se posait sur la demande de la CGT de libérer les salariés, alors libérer les salariés le 13, c'est-à-dire que ce soit une journée où on puisse aller manifester. Euh, donc voilà, en fait, c'était là-dessus que le collège patronal était invité à s'exprimer. Pardon. Alors là-dessus, là, moi, je ne parle pas au nom du collège patronal, déjà, je parle au nom du collège employeur. Désolé de te reprendre à chaque fois sur le terme. Et ensuite, je vais même encore plus limiter parce que je vais parler au nom du Syndéac. Et sur le Syndéac, évidemment, sur cet appel à la mobilisation, on invitera nos collègues qui ont toute la responsabilité, les collègues qui dirigent les établissements, mais on les invitera à favoriser la participation, évidemment, comme on l'a fait par le passé
par des mails qu'on leur envoie et dans lesquels on les invite à favoriser la participation de tous les salariés aux actions intersyndicales, etc. Donc ça, c'est, je dirais que, comme d'hab. Et peut-être pour préciser qu'on on essaye aussi effectivement d'avoir des modalités d'organisation qui sont les plus ou les moins incompatibles possibles lorsqu'il y a effectivement des impératifs qui peuvent se poser. Mais effectivement, chaque maison a la responsabilité de prendre, de libérer ou non les salariés en fonction des impératifs. Et en général, ils essayent d'être bienveillants, mais c'est vrai que c'est pas tout le temps le cas. On a du coup une question sur les présentations de saison, qui est peut-être du coup un peu tardive de ce que j'ai cru en voir des annonces, d'une annulation de toutes les présentations de saison ou des discours systématiques. Euh, donc j'imagine que c'est plutôt des interventions dans ce cas-là. Mais en tout cas, voilà, il y a déjà des structures qui ont présenté leur saison. Donc, et voilà, par ailleurs, on est plutôt, je laisserai après chacun s'exprimer sur des modalités où justement on n'est pas forcément dans une volonté de fragiliser les activités elles-mêmes. Donc c'est plutôt effectivement de passer des messages à ces occasions, autant que faire se peut, sans être dans des messages qui peuvent parfois produire des réactions inverses. Donc voilà, enfin, chacun effectivement trouve les bonnes modalités d'organisation tout en essayant de maintenir l'activité. Nous, à la fédération, on a créé un texte commun. On est en train de le finaliser pour qu'il soit lu à la fin des représentations sur nos festivals, afin d'alerter. Et je trouve que c'est aussi une bonne idée pour amener le public à être de notre côté, pour le sensibiliser. Donc, je précise, il y a beaucoup de questions là qui arrivent sur effectivement les outils dont on dispose déjà. Donc, effectivement, il y a déjà des textes qui ont été rédigés, notamment à la CGT. Effectivement, on sait aussi qu'il y a des lieux qui ont rédigé leurs propres textes avec les équipes. Euh, sur il y a des demandes sur une cartographie de crise en fait. Donc effectivement, on a réfléchi aussi à cet outil qu'on va mettre en ligne, sur lequel on doit travailler encore, c'est-à-dire exactement quelles questions on pose, comment on fait remonter les réponses. En tout cas, tous les outils, c'est-à-dire la déclaration commune, tout ça, vous pouvez le retrouver assez facilement et sans doute qu'effectivement, on peut mettre en place une sorte de boîte à outils qu'on partagerait les uns et les autres pour que tout le monde puisse en bénéficier. Il y a une question aussi qui est portée sur le nombre de participants à ce webinaire qui est en chute libre puisqu'on approche de 19 heures et que c'est bientôt fini. Mais sinon, nous sommes montés donc jusqu'à 173 pour quand j'ai regardé au plus haut. Je ne crois pas qu'on soit monté au-delà. Donc, ce qui est plutôt très bon signe puisque ce n'est qu'un début et que c'est un plutôt très bon début. Donc, je regarde un petit peu sur les questions qui ont toutes arrivé dans les trois Ouais, mêmes minutes. il y en a une sur le texte, je ne sais pas si on peut le passer, mais en tout cas, le texte revendicatif, il existe, hein, il a déjà d'ailleurs été diffusé. Euh, donc, on va vous le remettre à disposition, mais voilà, il y a un appel avec justement la précision de nos revendications précises et nos demandes au gouvernement. Donc, ça, pour le coup, vous pouvez assez largement vous en servir pour faire passer les messages. Alors, il y a une question sur les salles. Je pense qu'il y a certaines organisations qui ont déjà des lieux qui sont prêts à accueillir des âgés. On est un peu en train de s'organiser autour de ça, mais je crois qu'on avait déjà une liste de villes où certaines AG sont d'ores et déjà prévues dans des lieux. Donc, en tout cas, on peut vous répondre par la positive. Je ne sais pas si quelqu'un veut préciser éventuellement. Donc, c'était Alors, plutôt des... oui, en fait, on est en train de recevoir au fur et à mesure. Donc, on s'est
On sait pour certains endroits, par exemple à Villeurbanne, on sait qu'il y aura une assemblée générale au TNP. Je recherche la date, je crois que c'est le 12 juin. On sait qu'il y a des choses à Lille, à Nantes. On est en train de réceptionner encore des informations sur ces fameuses AG qui vont toutes avoir lieu en fait autour de cette date du 13 autant que possible. Sur le domaine d'eau, il y a une question sur où ça exactement au domaine d'eau. Alors, je sais pas, Nicolas, peut-être tu peux. Moi, Non, je connais. je pense que ce sera dans la Pinède, hein, à l'extérieur. Mais j'ai pas une information officielle. Il faut aller sur le domaine et ce sera fléché, j'imagine. Alors, il y a une question sur la communication des chiffres alarmants. Effectivement, on a donné quelques chiffres. On pourrait les rassembler pour vous les fournir parce qu'ils sont en général assez édifiants. Euh, donc voilà, on n'a pas encore de documents qui les rassemblent tous, mais déjà dans les interventions qui ont eu, il y en a un certain nombre qui ont été transmises. Euh, donc ça fera partie sans doute des boîtes à outils qui seront fournies dans le cadre des actions menées. Ah, et on m'a dit que le son de mon micro est très mauvais. Je m'en excuse. Alors, sera-t-il possible de revoir ce webinaire? Eh bien, je pense que vu que c'était diffusé sur Facebook, il me semble bien que oui, tout à fait. Et vous pourrez même passer au ralenti afin de bien noter les chiffres donnés pendant les interventions. En tout cas, oui, oui, l'idée était effectivement aussi de pouvoir le revoir, aussi le partager avec toutes les personnes intéressées par ce sujet. Encore une fois, toutes les initiatives de partage, de rencontres, de diffusion d'informations sont les bienvenues. Tous les outils vont être mis en place pour vous permettre de le faire le plus facilement possible. Alors, il y a une question sur les perspectives concernant l'intermittence. Alors, je suppose qu'il s'agit de la réforme de l'assurance chômage. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Bah, en tout cas, à ce stade, la question des annexes 8 et 10 ne semble pas être dans le viseur. En revanche, on est assez vigilant sur ce qui va se passer après les JO. Donc voilà, je ne sais pas si d'autres ont plus d'éléments à fournir, mais c'est vrai que pour le moment, effectivement, le sujet ne remonte pas. Non, enfin, moi je veux bien juste compléter ce que tu viens de dire, Sébastien. C'est-à-dire qu'on n'a pas plus d'éléments, mais le contexte général, on l'a sous les yeux. Donc le contexte général, c'est un gouvernement qui cherche à faire 3,5 milliards d'économies sur l'assurance chômage. C'est clairement des attaques qui ont eu lieu notamment au cours de l'automne dernier, au moment où se faisait cette négociation sur l'intermittence. On a réussi au niveau de la branche à se mettre d'accord précisément voilà, pour signer un accord. Vous savez que il n'a pas été retenu par le gouvernement comme l'ensemble de la convention assurance chômage, mais ces attaques, on peut quand même présager qu'elles vont revenir. Elles sont là, elles sont exprimées. Donc, il faut certainement pas s'endormir en se disant que la question de l'intermittence n'est pas d'actualité. Elle l'est toujours d'actualité. Et encore une fois, quand on voit le niveau de destruction de l'emploi aujourd'hui, c'est l'autre paramètre, hein. Il suffit de supprimer des heures et de faire sortir les artistes et les techniciens par le nombre d'heures qu'ils ont effectuées, à défaut de jouer sur l'autre paramètre qui sont les indemnités. Voilà, donc c'est le même plan qui est à l'œuvre. Sachez quand Ça même. permet juste de... Pardon, vas-y, Jean. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, toutes nos organisations de salariés et d'employeurs, on est mobilisés sur les questions déjà d'assurance chômage. On a tous été reçus les uns après les autres par les différents ministères. On a exprimé nos volontés d'abord et d'une, toutes nos organisations ont dit ensemble, main dans la main, que cette réforme du chômage, c'était purement une réforme financière, que les personnes les plus fragiles vont encore être, bien entendu,
impactés par cette nouvelle réforme du chômage. On est toutes et tous contre la réforme du chômage globale et on sera effectivement très vigilant sur notamment les annexes 8 et 10 qui régissent les salariés intermittents de nos professions. Donc voilà, Claire, tu peux continuer si tu veux bien compléter. C'était en lien avec ce que tu disais, juste de dire que voilà, on pressent, enfin, qu'on est déjà dans un effondrement. C'est aussi une remarque qui a été faite. La menace, elle est plus au stade de la menace, hein. On est les deux pieds dedans maintenant. Et qu'il y a aussi des inquiétudes fortes qui pèsent sur l'emploi permanent dans nos structures. Et qui dit emploi permanent dit régime général de l'assurance chômage. Et que ce sont aussi des salariés qui, par cette nouvelle réforme qui entrera en vigueur au 1er décembre, parce que Gabriel Attal l'a décidé, allait constituer une menace sans précédent pour toutes les personnes privées d'emploi. Voilà. Et peut-être dire aussi que on est non seulement mobilisé politiquement, mais on travaille aussi avec enfin, les uns et les autres aux suites de l'accord pour justement mettre en œuvre, alors que l'accord n'a pas été euh, agréé, mettre en œuvre les suites de cet accord sur tout un tas de dossiers qu'on avait listés dans cet accord et avancer et continuer l'expertise pour avoir des éléments tangibles dans d'éventuelles futures négociations. Et puis par ailleurs, je réponds à la question qui est posée sur le maintien de droit. Il y a eu effectivement un texte réglementaire, mais pour le coup qui est plutôt technique, qui vise effectivement à transposer en fait les dernières modifications liées aux réformes, dont la réforme des retraites. Donc effectivement, le maintien de droit, logiquement, est prolongé de la prolongation de l'âge pour pouvoir partir à la retraite. Il faut peut-être préciser le maintien de droit pour ceux et celles qui ne voient pas trop ce que c'est encore, parce que trop jeune pour s'en être préoccupé. C'est un dispositif qui dispense de l'accomplissement du nombre d'heures minimum pour le maintien de l'allocation chômage. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, vous maintenez votre allocation chômage jusqu'à ce que vous puissiez, enfin, jusqu'à solder vos droits à la retraite. C'est vrai que c'est un dispositif sur lequel beaucoup d'artistes comptent pour finir leur carrière parce que forcément, plus on vieillit, plus il peut être difficile d'être disponible à l'emploi, plus surtout pour les femmes aussi, hein, puisqu'on sait qu'on a des ruptures de carrière avec l'âge. Donc, on sait que ça va impacter très fortement les intermittents intermittentes et notamment les artistes, mais pas que. 64 ans, c'est dur de tenir jusque-là. C'est très, très difficile. Donc, on dit souvent pour nous rassurer, on ne touche pas aux annexes 8 et 10. Il ne faut jamais oublier que ces fameuses annexes ne sont que des annexes du règlement général de l'assurance chômage et qu'il suffit de bouger un ou deux curseurs à l'intérieur du règlement général pour que ça ait des incidences désastreuses sur nous aussi. Mais comme officiellement on n'a pas attaqué les annexes 8 et 10, tout le monde se dit ouf, ça va. Mais en fait, non, c'est comme ça qu'on détruit du droit petit à petit. Donc c'est vraiment ça qui est en jeu. C'est la raison pour laquelle on est tous vigilants et à regarder en fait, le chômage en général, dans lequel il y a 13 annexes, dont la 8 et 10. Mais comme tu le dis très bien, Lucie, c'est en fait un jeu de domino et dès que tu dérègles quelque chose, ça dérègle les autres. Donc voilà. De toute façon, la réforme de l'assurance chômage telle qu'elle est voulue par le gouvernement actuellement, elle est tout à fait injuste, aussi bien pour les femmes que pour les précaires, que pour des tas de gens qui vont encore se retrouver encore plus à la rue. Il faut plus travailler pour pouvoir avoir droit au chômage. La réforme de la retraite, elle prouve encore, et même nous dans le spectacle, c'est pareil. À partir du moment où on a dans 55, 58, 60 ans, on ne veut plus nous employer. Donc on est en train de virer de plus en plus les vieux. Donc, qu'on soit artiste, qu'on soit technicien, qu'on soit n'importe quel salarié, dès que tu as 55 ans, on veut plus t'embaucher. Donc, pour aller déjà jusqu'à 64 ans, ça va être compliqué, sachant que quand même dans nos métiers
quand on est, tous les points d'assurance chômage nous donnent droit au trimestre, mais financièrement, il n'y a pas la même cotisation que quand on est salarié à temps complet. Donc c'est souvent très difficile pour les salariés intermittents, aussi bien techniciens qu'artistes, qui se retrouvent à la fin à 65, 67, 68 ans, obligés, entre guillemets, à partir de la retraite, d'avoir une retraite de précaire, parce qu'il faut dire ce qui est, hein. C'est souvent le cas de beaucoup de nos amis et camarades artistes et techniciens dans le spectacle qui ont été intermittents pendant longtemps. Je vois l'heure qui tourne et le nombre de participants baissé. Je vous propose, si ça vous va, qu'on passe à la conclusion Tout à de fait. ces échanges. Euh, donc, je suis chargée de la difficile mission de cette conclusion difficile. Pourquoi? Parce qu'en réalité, entre ce qui a été dit et les questions qui ont été posées, on voit bien qu'on est tous conscients d'être pris dans quelque chose d'extrêmement violent pour tout un secteur professionnel, mais aussi pour le public, pour tout un service public, mais aussi pour tous les services publics. Donc, il y a un effet un peu de sidération, hein. Il a été dit au tout début, un risque de résignation. On sent bien qu'on a des difficultés, ne serait-ce qu'à mobiliser autour de nous, car tout le monde est un peu dans un effet de sidération avec ça. S'ajoute effectivement la réforme de l'assurance chômage et d'autres réformes annoncées sur le droit du travail, qui sont des attaques très fortes contre le monde du travail, notamment contre les salariés. On sait que c'est une austérité culturelle et sociale qui est en train de se mettre en œuvre. Et on sait qu'on a besoin de se mobiliser très largement. Maintenant, la mobilisation, elle se décrète pas d'en haut, elle se décrète pas. On va pas dire on va mobiliser tous les services publics. Il faut d'abord nous mobiliser, nous. Nous sommes le service public de la création. Nous sommes le service public du spectacle vivant. Il faut qu'on se mobilise, nous, qu'on ouvre grand nos portes, les portes des théâtres, qu'on ouvre grand les portes des théâtres, des festivals, qu'on arrive à toucher un maximum de gens et alors peut-être que nous aurons cette convergence. Mais elle se décrète pas comme ça, elle se construit. Et j'ai mon fils qui a décidé de participer. Donc, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre afin que vous puissiez redonner les différents rendez-vous parce que 19h05, désolée. Non, non, mais c'est la vie et c'est normal de toute façon, Lucie. Oui. Les enfants font partie du spectacle et on les accepte avec plaisir. Merci Lucie. Donc on a effectivement ce rendez-vous du 13 juin et d'ici là un certain nombre d'AG qui seront organisés dans des lieux qu'on a déjà qu'on sait déjà qu'ils accueilleront les âgés, donc il va y avoir un appel généralisé à la mobilisation. On vous rappelle effectivement l'échéance du 20 juin avec cette marche qui est organisée depuis Bercy. Et on est en train d'organiser et de réfléchir à des actions sur Avignon. Et donc, voilà, chacun se mobilise dans les régions selon les modalités les plus adaptés à chaque lieu, etc. On va vous renvoyer le texte de mobilisation pour que vous l'ayez bien et puis tous les éléments. Et par ailleurs, on réfléchit également à peut-être recenser toutes les situations de crise difficiles. Donc voilà, on est en train d'échanger là-dessus euh, par peut-être une carte qui recense ces actions. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose, un dernier mot, ou sinon on va se diriger doucement vers la sortie. Non, alors merci à toutes et tous et bonne soirée et à très vite pour notre mobilisation. Merci Merci. beaucoup, à très bientôt. Au revoir à tout le Merci, à monde. Merci bientôt. beaucoup. À très bientôt. Merci.